Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est parti tout de suite. Thomas et Jackie Oakes forment un couple heureux, ils habitent à Prescott en Arizona, ils sont les heureux détenteurs d'un yacht de 55 pieds appelé Whale Merit. 55 pieds, c'est à peu près 17 mètres, donc quand même un long yacht. Ils sont plus qu'heureux, ils vivent d'amour et d'eau fraîche, sans mauvais jeu de mots. Ils ont déjà parcouru l'océan Pacifique, mais aussi la mer de Cortés pendant 2 ans. Thomas est un ancien agent de probation, mais aussi un ancien culturiste. Jackie et sa deuxième femme, ils se sont rencontrés lors d'une course de canoë sur le lac Lynx et c'était en 1986. Ils se marient 2 ans après leur rencontre et l'un des 2 fils de Thomas dira « Mon père pensait plus à elle qu'à quiconque, ils formaient un couple parfait. Comme un bateau et un gouvernail, l'un ne fonctionnait pas sans l'autre. » C'est beau. En 2011, Thomas a un coup de cœur pour ce yacht de 55 pieds de long. Il a des cabines en teck, un cockpit spacieux, mais aussi une autonomie de 2500 miles. Les Oakes achètent le bateau, naviguent un petit peu, donc pendant 2-3 ans, puis en 2004, ils décident de le revendre. Ils veulent le vendre à un prix de 440 000 $. En effet, ils voudraient s'installer à Newport Harbor. Ce n'était pas leur plan du début, mais bon, ils déménagent à Newport Harbor et ce n'est pas un hasard s'ils vont dans cette ville, c'est tout simplement parce que l'un des fils de Thomas et aussi son petit-fils y habite. Forcément, ils veulent se rapprocher d'eux, Thomas veut voir son fils plus souvent mais aussi son petit-fils, et aussi Jackie est d'accord puisqu'en fait elle vit avec Thomas depuis très longtemps et les 2 fils de Thomas l'ont adopté comme leur propre mère. Au mois de novembre 2004, le yacht qui est à la vente au prix de 440 000 $, intéresse un homme. Cet homme rencontre les Oakes, cependant au début le couple se méfie, ils n'ont pas trop confiance en cet homme qui veut acheter leur bateau, et donc ce dernier décide de venir avec sa femme étant enceinte, cela rassure les Oakes et ils se disent que c'est un couple stable, la femme est enceinte, ça leur rappelle un petit peu leur famille, donc ils commencent à avoir de plus en plus confiance pour la vente de leur yacht. Le 15 novembre 2004, Thomas et Jackie quittent le port à bord de leur yacht, seulement voilà, leur yacht reviendra au port sans eux et leurs corps ne seront jamais retrouvés. Au début, la famille et les amis se sont demandé si le couple n'avait pas décidé de faire un voyage imprévu, donc de dernière minute, pour célébrer leur yacht le Whale Merit avant de le vendre, peut-être, sauf qu'au bout d'un moment, comme ils ne revenaient pas, ils ont commencé à s'inquiéter. Parce qu'ils sont toujours sans nouvelles du couple, Jim Oakes, qui n'est autre que le frère aîné de Thomas Oakes, mais aussi accessoirement l'ancien chef de police de Carlsbad, décide d'avertir les autorités. La perquisition commence sur le bateau du couple. Et les autorités vont retrouver ce qui semble être une empreinte digitale sanglante. Cela leur donne une raison de plus de rentrer sur le navire et de chercher d'autres preuves. Seulement voilà, après l'analyse de l'empreinte digitale, ils se rendent compte qu'il s'agit en fait que de rouille. Un peu plus tard, une tentative d'accès à leur compte est relevée au Mexique. Ouais, au Mexique. Le 29 novembre 2004, soit 14 jours après la disparition du couple, les enquêteurs interrogent DeLeon, qui avoue avoir acheté le yacht des Oakes, mais il leur montre une preuve d'achat avec une facture. Il ajoute également que le couple est parti en voiture avec l'argent qu'il leur a donné, ce qui correspond à 3/4 million de $. En même temps, les enquêteurs apprennent que DeLeon est en probation pour vol à main armée. Aussi, des documents montrent que les Oakes avaient donné une procuration durable à DeLeon, ce qui est illogique étant donné qu'ils avaient des enfants, des frères et sœurs, enfin de la famille. Ok, stop, Julie, là, ça fait 2-3 fois que tu cites DeLeon. C'est qui? Skylar James DeLeon, de son vrai nom John Jacobson Jr., né le 12 août 1979 à Sun Valley, en Californie. Voilà. Vous savez qui c'est maintenant? Non, je plaisante. Je vais vous raconter sa vie. Vous vous doutez bien que si je vous parle de cette personne, c'est qu'elle a certainement un petit rapport à avoir avec le meurtre des Oakes. Son père, John Jacobson, est un marin trafiquant de drogue, il a fait de la prison, et dès le plus jeune âge de son fils, il abuse de lui. DeLeon montre des signes de mal-être, d'une part parce que son père abuse de lui, et d'autre part parce qu'il est né garçon, mais il se sent fille. Il se sent bien lorsqu'il met des jupes, porte du mascara, et aussi joue avec les filles de son quartier.
Son père, qui n'accepte pas la situation, lui dit « Tu veux être une fille? Alors je te traiterai comme une fille. » Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est mis à abuser de lui. En plus d'abuser de lui, il est aussi violent physiquement avec lui puisqu'il le jette des escaliers, il lui met des cure-dents sous les ongles, ça doit faire super mal, et il le mord. Lorsque son père est en prison, DeLeon souffle un petit peu, il a un moment de répit. Cependant, quand son père revient de prison, les sévices reprennent de plus belle. Et son père a décidé que son fils allait être connu, donc il le force à faire de la télé et il l'emmène à des castings pour qu'il puisse apparaître dans des publicités, des séries télé ou carrément des films. Cela marche plutôt bien puisque DeLeon a un très beau visage, donc il se met à faire des publicités et même une série télévisée entre 1993 et 1994. Il apparaît dans le 2e épisode de la série Mighty Morphin Power Rangers. Il apparaît en tant que guest star, cependant sa carrière s'arrête très vite car le petit garçon a des problèmes de mémoire et donc vous vous doutez bien que pour mémoriser les dialogues c'est un petit peu compliqué. Et ça l'arrange plutôt bien puisque de toute façon DeLeon il n'aime pas ça, c'est son père qui le forçait à faire ça. Il dépense tout l'argent obtenu durant sa courte carrière et à l'âge de 20 ans, il rejoint le corps des Marines des États-Unis. Encore une fois, il essuie un échec. En effet, 15 jours plus tard, il est renvoyé à cause d'une absence non autorisée. Il rencontre Jennifer Anderson, elle devient sa femme en 2002 et pour s'éloigner encore plus de son père, il change de nom et il devient Skylar James DeLeon. La même année, en 2002, après un cambriolage, il est condamné à faire de la prison. En 2003, il travaille à la prison de Seal Beach dans le cadre d'un programme de travail obligatoire. Je pense que c'est un peu comme un tige. À cette époque, sa femme Jennifer est enceinte, DeLeon est endetté, il est aussi au chômage et il rencontre John Jarvis qui a alors 45 ans. Le lendemain de Noël, John Jarvis se rend à la banque de Laguna Beach pour encaisser 2 chèques de 25 000 $. 2 heures plus tard, il en parle à DeLeon et il aurait peut-être pas dû faire ça en fait. Ce dernier retire 18 000 $ en billets de 100 qu'il investit dans un bateau, mais aussi 21 000 $ qu'il met sur le compte du couple. Alors après, comment il a fait pour faire ça? C'est supposition sur supposition, peut-être que Jarvis a laissé sa carte traîner, qu'il l'a récupérée, ou laissé... Non, en fait non, je vois que ça. D'autant plus que Jarvis se rend compte seulement le lendemain, donc le 27 décembre, qu'il manque de l'argent sur son compte. Il appelle donc DeLeon pour qu'il lui explique le pourquoi du comment. Ce dernier n'a pas vraiment d'explication à lui apporter, il n'a pas envie de se creuser la tête pour en trouver une, il n'a aussi pas envie de lui rendre l'argent, donc il décide d'aller le tuer. Il le tue avec la complicité de sa femme, mais aussi avec celle de son cousin, 25 ans, originaire d'Arizona, et qui s'appelle Michael William Levis Jr. Vers 16h, il lui tranche la gorge et se débarrasse de son corps le long de la voie nord près d'Ensenada. 2 heures plus tard, il traverse la frontière mexicaine pour abandonner la voiture de la victime. Le corps de John Jarvis est retrouvé peu de temps après dans une tombe peu profonde. Et au début, DeLeon n'est pas du tout inquiété pour ce meurtre. La seule chose qu'on note contre lui est une accusation datant du 24 janvier 2004. Il aurait en effet demandé à un codétenu d'assassiner son père. Quelques mois plus tard, toujours en 2004, le couple passe de nouveau à l'acte avec l'assassinat de Thomas et Jackie Hawks. Revenons-en donc à notre affaire et aux problèmes que les enquêteurs avaient avec la soi-disant procuration. En effet, le nom de Jackie Hawks semble avoir été signé plutôt Hawk, sans le S, donc Hawk au lieu de Hawks. Du coup, les questions qui se posent, c'est pourquoi il n'y avait pas le S au début, mais surtout, est-ce qu'elle a signé parce qu'elle était forcée? Malgré leurs soupçons, le document semble irréprochable, il porte également le nom d'Alonzo Machane, un de leurs amis, mais aussi de Kathleen Harris, un notaire. Ces 2 personnes ont été interrogées séparément et ils confirment tous les 2 que la transaction est légitime. Alonzo Machane, âgé de 22 ans, est un ami du couple, mais aussi un ancien agent correctionnel que DeLeon a rencontré lorsqu'il était en prison. Et DeLeon, il est malin, parce que pour que la police n'enquête pas sur le meurtre, il leur avoue qu'avec cet achat, il voulait blanchir de l'argent, argent qui était lié à un certain cambriolage effectué en 2002, pour lequel il avait été condamné. Les détectives trouvent la Honda CR-V du couple à Ensenada et la personne qui avait la voiture à ce moment-là affirme que ce sont bien les DeLeon qui lui ont donné. Ensenada, c'est au Mexique. La police patauge un peu, ne se doute de rien et si Alonzo Machane n'avait pas avoué le crime du couple, il serait toujours en liberté. Suite à ses aveux, DeLeon et sa femme sont arrêtés. Mais ce ne sont pas les seuls à être arrêtés. John Kennedy, un membre du gang de Long Beach, est également arrêté puisque DeLeon lui aurait demandé de l'aide pour maîtriser Thomas Hawks.
Ce dernier plaide non coupable et d'ailleurs DeLeon aussi plaide non coupable en disant qu'il n'était pas présent à l'époque des meurtres. Il se clame innocent et il a même le culot de leur faire part de ses intuitions. Il leur dit que selon lui, le couple faisait partie d'un groupe de trafic de drogue et qu'ils ont donc été victimes d'un règlement de compte. On apprend également que le notaire Kathleen Harris avait reçu un pot de vin de 2000 $ venant de DeLeon. Ce pot de vin servait à falsifier les documents de la vente et à changer la date. Face à ça, le notaire a tout avoué, donc les autorités se décident à fouiller la maison des parents de Jennifer. Ils retrouvent des objets qui qui étaient sur le yacht, et donc les DeLeon sont beaucoup forcés d'avouer. Bah ouais, là, toutes les preuves sont là. Il raconte dans un premier temps que sa femme et lui avaient ligoté et bâillonné le couple afin de les forcer à signer les documents de la vente. Puis, ils les ont attachés à l'ancre et les ont jetés par-dessus bord. Apparemment, c'est DeLeon qui avait mis tout ce stratagème en place. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'horreur de ce crime. Ils étaient bâillonnés, attachés, ligotés à une ancre, jetés sous la mer, à une vitesse de je ne sais pas combien de nœuds. Donc en fait, là, c'est même pas juste être mort noyé, c'est être mort noyé traîné sur une ancre. C'est horrible. Les enquêteurs ont également une preuve téléphonique de DeLeon appelant sa femme le jour du meurtre depuis le port. Après le meurtre, le couple a nettoyé le bateau à base de javel pour détruire toutes les preuves. Ils ont ensuite récupéré les affaires personnelles du couple, mais aussi quelques objets qui étaient sur le yacht, puis les ont enlevés du yacht, les ont mis chez les parents de Jennifer, afin que personne ne se doute de rien. Comme je vous l'ai dit un petit peu auparavant, après le meurtre, les Hawks ont également essayé de faire transférer de l'argent sur un de leurs comptes au Mexique. C'est donc pour ça que les enquêteurs ont vu des transferts d'argent vers le Mexique. Et pour justifier ça, ils ont tout simplement dit aux enquêteurs que les Hawks étaient partis au Mexique, que donc c'est pour ça qu'ils faisaient des transferts d'argent. Concernant les condamnations, Alonzo Machen est condamné à 20 ans de prison, Jennifer Anderson à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et John Kennedy à la peine de mort. Le 19 août 2005, DeLeon est accusé du meurtre de John Jarvis. Vous savez, celui pour lequel il avait pris l'argent alors qu'il venait de déposer des chèques. Sa femme, mais aussi son cousin Michael, sont accusés de complicité pour avoir dissimulé le meurtre. DeLeon risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Sa femme et son cousin risquent 3 années de prison. Bon, pour sa femme, ça change pas grand-chose puisqu'elle a déjà été condamnée à vie pour le meurtre des Hawks. Finalement, plus d'1 an plus tard, le 17 novembre 2006, sa femme, Jennifer Anderson, est reconnue coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour le couple Hawks. Et la délibération n'aura duré que 4 heures. L'année suivante, après son divorce avec DeLeon, elle est condamnée à 2 peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Après son divorce, DeLeon s'est fiancé à 2 femmes et a de nouveau changé de nom pour se faire appeler Skylar Preciosa DeLeon. Le 13 mars 2008, DeLeon sectionne partiellement son pénis avec une lame de rasoir. Pourquoi il fait ça ? Tout simplement parce qu'il ne voulait pas être un garçon, il voulait être une fille, donc il se disait qu'en faisant ça, il pourrait certainement sectionner entièrement son pénis, et peut-être qu'il a juste pas réussi à tout sectionner parce que ça doit faire horriblement mal. Il dira aussi que la raison du meurtre des Hawks, c'était en partie pour se payer la chirurgie de changement de sexe. Son procès s'ouvre le 22 septembre 2008, il reconnaît sa culpabilité, et s'il le fait, c'est tout simplement parce que ses avocats lui ont conseillé de faire ça s'il voulait échapper à la peine de mort. Le 20 octobre 2008, il est reconnu coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et il est condamné le 6 novembre. Alors, condamné à quoi? Le jury a recommandé la peine de mort et ce n'est qu'en 2010 qu'il recevra une injection létale. À savoir que Skylar DeLeon, quand il était en prison et même peut-être un peu avant, ça j'en suis pas trop sûre, suivait un traitement hormonal avec des bloqueurs de testostérone. Son ex-femme a même confié qu'il mettait très souvent des sous-vêtements de femme lorsqu'ils étaient mariés. Quant au médecin de la prison, il déclare qu'il souffrait de graves problèmes de santé mentale. Il se faisait souvent mal volontairement, en se frappant par exemple contre des portes métalliques, à peu près toutes les 2 semaines, et ça juste pour attirer l'attention. Petit fun fact, un autre acteur de la série Power Rangers a également fait parler de lui en tuant son colocataire. Il s'agit de Ricardo Medina qui s'était violemment disputé avec son colocataire Joshua Suter et donc il n'a rien trouvé de mieux à faire que le poignarder avec un sabre.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cet acteur tueur vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires parce qu'il y en a d'autres. Je dirais pas qu'il y en a plein d'autres, mais il y en a d'autres quand même. On peut le voir avec l'autre acteur de la série Power Rangers qui ont fait des dingueries. Je sais pas si on peut appeler ça une dinguerie, mais bref, vous avez compris, qui ont fait des choses horribles dans leur vie, soit en étant acteurs en même temps à l'écran, soit avant ou après leur carrière d'acteur. Voilà, bon je vais pas plus m'étendre là-dessus parce que sinon on pourrait y passer très longtemps. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.